Merci d'être venu malgré la chaleur. Pierre Conessa est un habitué de la maison. Ça fait je le connais, je crois, depuis 1968-69. Avant qu'il aille à l'administration, les armements, les NAD. Dis-le, on était des révolutionnaires à l'époque. Dis-le, précise. J'ai dit 68. Ça suffit pas, ça suffit pas. Enfin, je suis très content. Et nous avons une règle, tu le connais très bien, tu n'as pas besoin d'être présenté. Moi je dis, c'est un fidèle en amitié. Donc, le principe, c'est que nous faisons la réunion ici, en même temps c'est diffusé sur Instagram, après ça va être sur YouTube, et il va y avoir, on peut avoir une vingtaine, trentaine, quarantaine de milliers de personnes de visite. Et lui, justement, il fait partie de nombre de visites. Tu as bien fait de ne pas tous les faire venir quand même, c'est bien, il n'y avait pas assez de place. Tu as bien fait de ne pas tous les faire venir, c'est vrai, il n'y avait pas assez de place. Non, ça c'est l'inconvénient des réseaux modernes, qu'on n'a plus la chaleur des réunions de la manière qu'on avait avant. Donc, la formule, tu le connais. Pourquoi ce livre? C'est quoi le livre? Et tout ça dans l'objectif de convaincre ceux qui regardent et ceux qui sont là de lire un peu plus. Oui, d'accord. Merci d'être venu. Bah écoute, merci surtout de m'inviter, ouais. C'est quand même ça le phénomène. Écoute, l'idée de ce livre m'est venue parce que justement, on était dans ce débat que tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de consensus sur le fait que l'homme blanc est responsable de tout, les malheurs de la planète, sauf pour le Covid où on soupçonne les Chinois quand même. Donc il y a quand même quelques faits sur lesquels la responsabilité blanche n'est pas... Alors ça m'a quand même amené à quelques réflexions sur le sujet, voilà Cécile. Ça m'a amené à quelques réflexions sur le sujet parce que je me suis dit, c'est vrai que l'impérium blanc, si tu veux, a quand même un lourd passé. Regarde, faisons-le sur l'histoire longue. Début du XXe siècle, l'Occident triomphant. Révolution industrielle, colonisation de la moitié de la planète, etc., supériorité culturelle, droits de l'homme, tout ce qu'on veut. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Cette guerre, elle a une caractéristique, c'est que ce n'est pas les batailles napoléoniennes. C'est pas on fait une victoire et l'ennemi elle renonce. C'est 4 ans de guerre dans les tranchées, 20 millions de morts, avec des choses absolument effroyables, des conditions de vie effroyables, etc. Et donc c'est un traumatisme profond que beaucoup d'intellectuels occidentaux d'ailleurs après laquelle beaucoup d'intellectuels occidentaux vont conclure que finalement ce système est responsable de la guerre. C'est-à-dire la démocratie libérale capitaliste est responsable, génératrice de guerre, les marchands de canons, etc. Bon. Et donc il y a une fracture qui se passe dans l'entre-deux-guerres où finalement beaucoup de ces intellectuels qui trouvent ce système responsable d'un des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité, quand même, on avait changé de pointure, vont tous céder aux utopies laïques de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire ceux qui vont devenir fascistes, ceux qui vont devenir nazis, puis ceux qui vont devenir communistes. Avec le même argumentaire, sur des bases politiques différentes ou sur des analyses idéologiques différentes, mais avec la même conclusion. On refait le match avec la Deuxième Guerre mondiale, et cette fois 50 millions de morts. 50 millions de morts, dont un génocide organisé. Bon. Donc, plusieurs conclusions que je crois importantes à dire à ce moment-là. D'abord, le fait que la Shoah est le premier génocide organisé, et donc, pour la première fois, on va reconnaître que des victimes ont le droit à compensation. Avant la guerre de 14, les personnalités déplacées, etc., les villages rasés, tout ça, on soignait chacun les siens, mais il n'y avait pas de reconnaissance internationale d'un massacre. La deuxième caractéristique, évidemment, c'est que après-guerre, étant donné le rôle joué par l'URSS dans la victoire, il était hors de question de critiquer le communisme. Donc si tu veux, autant les anciens nazis et fascistes pouvaient être passés en jugement, autant il n'était pas question de critiquer l'URSS. Alors phénomène très intéressant, c'est que en plein milieu des procès de Nuremberg et de Tokyo, rappelle-toi, on va décider pour la première fois de juger les responsables de la guerre. Première guerre mondiale, l'empereur d'Allemagne s'était barré en Hollande, on ne l'a jamais jugé, tu vois. Donc l'idée même d'impliquer un responsable, ça n'entrait pas dans les mœurs. Par contre, là, on décide de juger les responsables de la guerre, du génocide, des bombardements, des déplacements de population, etc., etc. Et pendant le procès de Nuremberg,
il y a les émeutes de Sétif, 3000 morts, et le bombardement d'Haïphong, 6000 morts, fait par Dargent-Lieu, qui était compagnon de la Libération. C'est-à-dire qu'on se donne une espèce de légitimité en disant, puisque c'était à nous avant, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas à nous après. Et donc on va pratiquer dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la reconquête, les mêmes horreurs que ce qu'on fait sur les nazis, mais nous on ne fera jamais de tribunal de Nuremberg. Tu vois le changement de posture. On va faire effectivement bombardement, déplacement de populations civiles, etc., torture, etc. Mais effectivement, il n'est pas hors de question de se juger soi-même. Donc cette idée de la responsabilité de l'homme blanc, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait colonisé la planète, on avait expliqué tout le bien que faisait la colonisation, et pour la première fois, il y avait des gens qui commençaient à contester que c'était aussi bien que ça, quoi. Et donc, l'autre épisode que je trouve très intéressant aussi, c'est que chacune de ces deux guerres se sont terminées par des conférences internationales. Conférences internationales où les vainqueurs jugent les vaincus, évidemment, c'est pas question d'autre chose. Mais surtout le droit de décider de l'avenir de la planète, et en particulier des populations qui étaient anciennement sous l'autorité des vaincus. Et alors, le traité de Versailles, par exemple, va être extrêmement intéressant, puisque là, il va falloir faire dépecer l'Empire ottoman. Bon, l'Empire allemand, lui, on va le découper en morceaux, on va créer des États dans l'Europe centrale. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on va faire, par exemple, dans le Moyen-Orient, en dépeçant l'Empire ottoman, c'est qu'on va se réunir entre Français et Anglais, on va prendre une grande règle avec un crayon rouge en disant, bon, ça c'est à toi, ça c'est à moi. C'est-à-dire, c'est une des rares régions du monde dans lesquelles les frontières sont rectilignes. L'autre région, c'est l'Afrique, mais pour des raisons différentes. Mais ça veut dire que ça n'a aucun souci des populations. Ce n'est pas le sujet, c'est comment est-ce qu'on se répartit la planète. Et donc, la création de la Syrie, de l'Irak, du Liban, etc., tu te rends compte que ce que ça a laissé derrière soi, parce qu'encore une fois, il n'était pas question de se demander qui étaient les Kurdes, qui étaient les Alaouites, etc., etc. Donc, cette responsabilité, évidemment, et sur le cas de l'Afrique, ça va être pareil, c'est-à-dire quand on va entrer dans le mouvement de décolonisation en Afrique, la France va réunir l'AOF et l'AEF et va tracer des grandes frontières comme ça, pareil, rectilignes, verticales, en réunissant des nomades et des sédentaires, puisque de toute façon c'était quand même la technique la plus simple pour partager le pays. On en voit aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire un pays comme le Mali, où tu as cette dualité nomade-sédentaire, est un pays en pleine crise, en plein éclatement. Alors, la crise de conscience, justement, que les intellectuels vont introduire dans le mécanisme, c'est effectivement, surtout après la guerre mondiale, la reconnaissance des horreurs et la reconnaissance, la nécessité de reconnaître un statut aux victimes. On va créer l'État d'Israël, mais c'est en créant de nouvelles victimes, puisque ça va être les Palestiniens. Mais les Palestiniens n'ont pas le même statut que les Juifs, puisque tu vois, c'est pas nous qui les avons massacrés. Donc on va effectivement considérer qu'avant que le problème n'apparaisse comme une victimisation légitime à reconnaître, tu vois, il va falloir pratiquement 20 à 30 ans. Alors, donc la création de l'État d'Israël, c'est encore une fois ce qui va ensuite générer les cours pénales internationales, etc., etc. C'est-à-dire l'idée qu'on a une espèce de droit international auquel vont siéger un certain nombre de pays pour juger des gens qui vont être responsables des guerres, chose qui n'existait jamais auparavant. Alors, évidemment, là, tiens, regarde, le rôle des compagnons de route. Bonjour. Bonjour. Salut. Le rôle des compagnons de route, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, puisque effectivement, on va avoir... assieds-toi. Merci. Pendant que tu ne sais pas combien de temps je vais parler, vaut mieux que tu t'assois. C'est bon, on t'amène une chaise. Hein. Donc on avait quand même cette situation extraordinaire de gens qui, sans obligatoirement être marxistes, considéraient qu'on ne pouvait pas critiquer l'URSS, encore une fois, à cause des 20 millions de morts qu'avait subi le pays, etc., etc. Et avant même de commencer à reconnaître qu'il puisse y avoir dans le stalinisme quelque chose qui était comparable à ce qui s'était passé dans le fascisme, il va falloir beaucoup d'individus qui vont progressivement faire déstabiliser cette espèce de bonne conscience avec des gens comme Solzhenitsyn évidemment, mais il y en a plein d'autres qui vont avoir beaucoup de mal à se faire entendre et qu'on va effectivement, rappelle-toi l'affaire Kravchenko, c'est-à-dire tu avais des gens qui essayaient de faire comprendre que le système en URSS n'était pas aussi bon, mais on ne pouvait pas, c'était pas possible, ça ne pouvait être que des erreurs. En fait, le véritable critique, ça va être Khrouchtchev. Quand Khrouchtchev va reconnaître qu'effectivement le stalinisme était responsable de massacres, de déportations, etc. Puis il fallait que la critique vienne de l'intérieur pour qu'on puisse lui donner une légitimité. Alors, les intellectuels, donc désorientés par la crise en Russie,
vont chercher des avatars. Alors tu vas avoir un type comme ça, très, très intéressant, puisque il va réussir à être d'abord communiste, stalinien, ensuite il va être maoïste, il va être même Khmer rouge, c'est-à-dire qu'il voulait absolument montrer que le marxisme restait quand même une solution, une ressource intellectuelle, qui, sous des avatars directs, devait de toute façon donner naissance à la société de justice et d'égalité. Bon. Il a fallu attendre qu'effectivement et n'oubliez pas qu'on le fait prix Nobel quand même. Donc on reconnaît à ce moment-là que le type a une qualité alors que c'est quand même pas ses analyses politiques qui sont responsables de cette notoriété. Les types qui, comme Aron ou comme Camus, sont considérés comme des penseurs de droite. Donc s'ils sont des penseurs de droite, ils ne peuvent pas être pris au sérieux. Or c'est quand même Aron, on ne peut pas dire qu'il soit beaucoup trompé. Bon. Et Camus, lui, c'était le cas de la crise de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire il disait, mais moi, si je dois choisir, je dois choisir ma mère à l'égalité. Parce qu'il était à vivre de l'intérieur, si vous voulez, ce qui a été effectivement une des guerres les plus traumatisantes de la société française, puisque, rappelez-vous, qu'on mobilise le contingent. C'est-à-dire que pour la guerre d'Indochine, c'était une guerre d'armée de métier, mais pour l'Algérie, c'était la guerre dans le territoire français, puisque l'Algérie, c'était la France, et avec mobilisation du contingent, etc. Alors, la crise de conscience des intellectuels, ça va donner naissance, notamment pour notre génération, à ce qu'on a appelé les années de plomb. C'est-à-dire qu'on va avoir une extrême gauche qui pense que ce système-là, encore une fois, la démocratie libérale, ne pouvait pas continuer à se pérenniser, elle dominait la planète, etc. Et donc seul le terrorisme intérieur pouvait effectivement les déstabiliser. Donc on va avoir le TA, on va avoir les brigades rouges, on va avoir la Rotarmee-Fraktion, etc. C'est-à-dire de gens qui, issus de ces milieux-là, des milieux intellectuels, vont considérer que, encore une fois, ils sont les seuls à avoir compris la véritable nature du régime et que la violence devait être un moyen de la déstabiliser. Et alors finalement, le phénomène nouveau auquel personne ne s'attend, c'est la révolution iranienne. Parce qu'encore une fois, on était dans une logique où de toute façon, on avait bien compris comment le monde fonctionnait, puisque Marx avait apporté des explications, il y en avait d'autres, alors il n'y avait pas eu le seul, mais si vous voulez, c'était une guerre des citations, c'est-à-dire Marx disait que, l'autre disait oui, mais attention, Engels disait que, etc., etc. Bon. Et la révolution iranienne pose beaucoup de problèmes, parce que tout à coup, on a une révolution qui met la religion comme facteur politique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où pour nous, la religion c'était réglé depuis Marx et Freud, etc. C'était un phénomène résiduel qui allait disparaître de lui-même. Et rappelle-toi que Giscard, il propose au Shah d'Iran d'accueillir Khomeini en disant il est en Irak, là-bas il vous embête, mais ici il va être beaucoup plus tranquille, on va le contrôler. Et quand on le loge à Nofle-le-Château, je me souviens d'un certain nombre de copains iraniens, même de la maison d'Iran, qui étaient des révolutionnaires acharnés, qui allaient à Nofle-le-Château pour faire connaissance de Khomeini. Je t'en citerai pas un qu'on a connu très bien, mais qui allait effectivement faire son pèlerinage à Nofle-le-Château. Et quand finalement on le met dans l'avion, il arrive à Téhéran et il y a une manifestation où il y a 2 millions de personnes qui sont déplacées. Oui, mais justement, moi je te dis la chose vue d'ici, c'est-à-dire que d'ici, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas que ça puisse avoir cette importance-là et ce degré de mobilisation. Comme facteur politique, la religion avait disparu, si tu veux, des critères d'analyse. C'est ça que je veux te dire. Que effectivement, toi, tu l'aies vécu sur place et que ce soit beaucoup plus important que ce que j'en dis, évidemment, je ne vais pas contester là-dessus. Mais je te dis, vu d'ici, la chose, on ne la comprenait pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, après, tu connais la situation. Saddam Hussein vient faire le tour des capitales européennes en disant, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, mais vous me garantissez que vous me livrez des armes et vous ne me mettez pas sous embargo s'il y a une guerre. Chose qu'on accepte assez facilement, puisque rappelle-toi qu'il y avait eu la prise d'otage de l'ambassade, et que la prise d'otage de l'ambassade avait deux choses, ce qui était d'abord évidemment la violation de la Convention de Vienne, qui violait le statut des diplomates, mais surtout, tu sais très bien que quand les types pénètrent dans l'ambassade et qu'ils trouvent tous les papiers qui n'avaient pas encore été déchiquetés et qui les ont donnés à reconstituer, ils ont fait imprimer ensuite des papiers montrant toutes les ingérences américaines dans la vie politique iranienne. Alors tu te dis, lequel des deux pays viole le plus la Convention de Vienne? Est-ce que c'est ceux qui prennent des diplomates en otage ou est-ce que c'est ceux qui se permettent de se mêler de la vie politique locale, etc., etc. Mais alors, l'épisode le plus intéressant, si tu veux, c'est la guerre Iran-Irak. Parce que Saddam Hussein vient nous voir. Il nous dit, mais écoutez, je vous dis, moi je vais vous régler la question. Rappelez-vous qu'il y avait un vieux contentieux territorial, mais tout ça c'était futile. Vous vous engagez à me fournir les armes et vous vous engagez à ne pas mettre sous embargo s'il y a guerre. Et donc on va s'engager, nous occidentaux, dans une guerre dans laquelle on va soutenir l'agresseur et on va mettre sous embargo l'agressé. C'est quand même une nouveauté dans le droit international, hein. C'était quand même
assez effroyable, assez ignominieux, mais encore une fois parce que l'Iran était considéré comme le mal absolu, parce qu'on ne comprenait pas, on ne cherchait pas d'ailleurs à comprendre. Alors rappelle-toi ces épisodes qui contribuent au martyrologue iranien, c'est-à-dire l'absence de système de déminage qui fait que des jeunes types vont marcher sur des champs de mines pour que les combattants puissent passer, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est exactement dans la même situation que Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire que les victimes génèrent des combattants pour l'avenir. Et ça, tu comprends qu'effectivement, on puisse, pour des Iraniens, je parle à ta place, on puisse difficilement accepter ce genre de situation qui était quand même assez inadmissible. Alors, donc cet épisode-là a profondément bouleversé la situation et on s'est quand même trouvé dans un Moyen-Orient où on considérait que la fin de l'URSS, que je saute une étape volontairement, l'URSS avait un avantage, c'est que le monde était bipolaire. C'est-à-dire que de toute façon, tu étais avec les uns ou avec les autres, mais enfin ça n'avait aucune importance, de toute façon la chose était gérée. Il y avait environ 400 crises à la surface de la planète, donc tu ne pouvais pas en négliger une parce que de toute façon, si ce n'était pas toi qui t'en occupais, c'était l'autre. Donc, il y avait des visions planétaires. À partir du moment où l'URSS disparaît, deux conséquences. D'abord, le navire amiral qui représentait la réalisation marxiste d'un pays disparaît. Alors, regarde les intellectuels français, surtout du quartier latin, qui perdent le marxisme comme outil d'une analyse. C'est quand même difficile d'essayer de sauver le navire. La deuxième chose, effectivement, c'est que on va à nouveau recommencer l'idée que finalement, il faut choisir les crises. Alors, moi j'étais dans les affaires stratégiques dans les décennies 90. Décennies 90, ça veut dire l'URSS a disparu. Mais quand tu es dans les affaires stratégiques et qu'il n'y a plus d'ennemis, il y a deux solutions. Soit on licencie, soit on en invente. Bon, la solution américaine, ça a été d'inventer de l'ennemi, c'est-à-dire le choc des civilisations, c'était pour expliquer évidemment que les deux entités culturelles menaçantes, c'était le monde arabe et puis le monde asiatique. Ça pouvait être que bon. L'autre individu qui vient en mettre une couche, c'est Fukuyama qui explique que le triomphe de la démocratie libérale va effectivement l'emporter, c'est la fin de l'histoire. Bon. Avoue quand même qu'il fallait une grande audace intellectuelle pour écrire tout ça, parce qu'effectivement, en 2001, quand tout à coup il y a le World Trade Center, alors non pardon, dans la décennie 90, à ce moment-là, on a multiplié les interventions militaires, puisqu'effectivement on était le temps du bien, il n'y avait plus du RSS, donc ça va être la Yougoslavie, la Somalie, etc., etc. L'exemple de la Somalie est particulièrement plus intéressant même que celui de la Yougoslavie. La Yougoslavie, on avait pensé qu'en envoyant des casques bleus français et anglais à Sarajevo, tout le monde allait se calmer. Je ne sais pas d'où ressortait cette idée, mais on était encore une fois dans l'hubris guerrière qui avait été celle de la guerre du Golfe, et donc tout le monde devait être impressionné par le fait que Français et Anglais allaient venir. Bon, on a perdu à peu près 40 types par des snipers, mais ça n'a pas remis en question, parce qu'une fois que les types étaient sur place, on n'avait plus de solution militaire. Il a fallu arriver jusqu'à la solution avec l'appel aux Américains pour bombarder Belgrade, pour qu'on sorte de la crise en Yougoslavie. L'épisode somalien est plus intéressant, parce que, donc, court dans les journaux. Encore une fois, un des moyens de sortir une crise de cette masse des crises anonymes, c'est effectivement la médiatisation. La médiatisation, donc, on annonce que des chefs de guerre attaquent les convois humanitaires et qu'ils sont responsables de la famine. Alors, effectivement, il y a de quoi révolter, parce qu'on se dit quand même, les pauvres types, ça fait des années qu'ils sont dans une crise depuis la disparition de Siad Barre, etc. Bref. Et moi, j'en parle avec Ronnie Broman, qui était patron de Médecins sans frontières, et qui me dit, mais moi, j'ai appelé mes équipes sur place, et ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, c'est-à-dire ils ne revendent pas, ils distribuent dans leur clan. Et donc si on augmente la quantité, on devrait pouvoir réduire la conflictualité. Et pendant qu'il est en train de plaider ça à Bruxelles ou à Washington, Kouchner lui-même, ancien humanitaire devenu ministre, valide la guerre. Donc effectivement, on va y aller, puisqu'il n'est pas hors de question, évidemment, à cause de notre vieille politique africaine, il est hors de question de laisser les Américains tout seuls, donc on y va. On se partage le pays, etc. Mais les Américains voulaient faire les choses en grand, donc ils disent, nous, il nous faut le port de Mogadiscio, parce que le port de Mogadiscio, c'est le seul moyen de faire arriver des bateaux, d'arriver de l'aide humanitaire en quantité, etc., etc. Le Mogadiscio était tenu par un chef de guerre qui s'appelait Aidid, qui avait une petite expérience de la guerre quand même, donc il a laissé les Américains y venir. Les Américains ont décidé de faire une opération commando, comme ça se fait dans les films hollywoodiens, pour aller prendre l'état-major. L'autre les attendait, il a 2 hélicoptères américains abattus, 20 djihadistes qui ont été tués. Les Américains se sont retirés du jour au lendemain sans même avertir le contingent français. Un beau jour, le contingent français a découvert que les Américains n'étaient plus là. Et depuis ce jour-là, les Américains ont dit, mais il n'y a aucun État africain qui justifie la mort de djihadistes. Vous voyez le changement de rapport entre la guerre froide et la post-guerre froide. Donc, on est dans une situation où
la fin de l'URSS a été un effet déstabilisant, effectivement. Il y a des gens qui parlent de catastrophica, parce que c'est vrai que c'était finalement l'expression la plus judicieuse pour ce genre de situation, qui va effectivement modifier plusieurs choses. D'abord, effectivement, il n'y a plus d'ennemis stratégiques prédéfinis. Bon, actuellement, on travaille beaucoup sur la Chine, ça ne marche pas très fort, mais c'est pas grave, on va chercher un autre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, autour d'un État fédéral naissent 15 États nouveaux. Ça fait du boulot pour les diplomates quand même, parce qu'il faut arriver à trouver des spécialistes de l'Asie centrale, de l'Ouzbékistan, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que le 11 septembre va tout à coup être une espèce d'électrochoc terrible. Le 11 septembre, je ne vous raconte pas le film, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un film en direct, en mondiovision. C'est-à-dire que l'humiliation américaine est absolument effrayante. N'oubliez pas que les Américains n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Hein. La guerre de sécession, le dernier ancien combattant est mort en 1955. Donc il n'y avait pas vraiment dans le stock d'anciens combattants qui racontent de la guerre civile aux États-Unis. Et donc le traumatisme que va provoquer le 11 septembre est extrêmement intéressant à analyser, puisque d'abord, il va falloir une guerre de vengeance. Deuxième caractéristique apparaît sur les plateaux télé, les psys. Les psys, ils n'étaient pas là jusque-là, mais après le 11 septembre, il en faut quand même pour expliquer le traumatisme, machin, etc. Et donc, on va avoir un président qui est George Bush, junior, hein, le fils, qui était jamais allé autre chose qu'au Mexique quand il était étudiant, et qui va devenir donc le chef de la planète, chef de guerre, qui va décider effectivement qu'il faut une intervention. Alors l'intervention est intéressante parce qu'on se dit, bon, c'est l'Afghanistan, Ben Laden est là-bas, etc., etc. Puis enfin l'Afghanistan, on se dit, oh, je suis sûr qu'il y avait des tas de militaires autour de lui qui disaient, vous inquiétez pas, chef, l'Afghanistan, vous allez voir, on va faire ça vite fait, etc. Première opération en Afghanistan, effectivement, bon, les talibans avaient proposé de l'extrader vers un pays neutre, etc. Mais non, il fallait une guerre, c'est pas possible. Tu ne pouvais pas sortir du traumatisme du 11 septembre sans une opération militaire. Alors l'Afghanistan, moi j'y suis allé avant les Russes, hein, donc j'ai un alibi, je ne suis pas responsable. Les Afghans, ils avaient battu les Anglais au XIXe siècle, ils avaient battu les Russes au XXe siècle, et ils vont battre les Occidentaux au XXIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est le rapport entre le processus décisionnel et la réalité du terrain. C'est-à-dire, l'Afghanistan, tu t'aperçois quand tu y vas que dès que tu changes de vallée, tu changes d'ethnie, de langue, de trucs, etc. C'est-à-dire c'est une zone de confins au sens géopolitique du terme, c'est-à-dire des endroits dans lesquels se sont réfugiées toutes les populations qui avaient été pourchassées par les empires entour. Alors que ça pouvait être l'empire perse, c'était l'empire russe, c'était l'empire indien, etc., etc. Et donc de toute façon, tu peux prendre la capitale, tout le monde s'en fout. Le travail commence à ce moment-là seulement. Mais pour nous, prendre la capitale, je veux dire, normalement, on arrête la guerre. C'est un principe de civilisation. Non, c'est à ce moment-là que les types commencent à crapahuter dans les montagnes, qu'ils se heurtent à un tel, qu'ils se cherchent des alliances, etc., etc. Et donc, l'Afghanistan, je suppose que ça devait être la même chose autour de Brejnev quand il a décidé l'invasion de l'URSS. Des tas de gens leur disaient, mais enfin, chef, l'Afghanistan, l'armée rouge, vous vous rendez compte ce que c'est, etc. Bon. Donc, on va vous faire ça vite fait. Alors le seul qui allait encore en Afghanistan à l'époque soviétique, c'était Olivier Roy. Et alors Olivier Roy disait, mais quand même étrange, l'armée rouge ne sort pas de ses casernements, la logistique marche mal, les types n'ont pas la bouffer, quand ils font des sorties, ils vont dans des maisons, mais ils pillent la farine. Tu vois un peu ce que ça veut dire. Et donc il nous donnait une idée de l'armée rouge, si tu veux, qui n'était pas du tout celle qu'on disait nous dans nos manuels, où on avait des tas de chars qui allaient traverser les plaines d'Europe centrale et allaient déferler sur... Et donc quand tu es dans un système comme celui-là, introduire le soupçon critique en disant, attendez, c'est peut-être l'armée rouge n'est peut-être pas ce qu'on en fait, c'était peut-être pas ce monstre extraordinaire qu'on décrit. Oui, c'est vrai, mais attention, c'est pas le même contexte, vous comprenez, l'Europe centrale, machin. Donc, vous voyez la difficulté quand on est dans un système de gouvernance à remettre en question certains des postulats. Bref, la fin de l'histoire de l'Afghanistan, vous la connaissez, c'est qu'au bout de 20 ans de présence occidentale, les talibans reviennent. Donc, on devrait quand même théoriquement se poser des questions. Hein. Les Afghans font partie de ces peuples irréductibles dans lesquels, effectivement, on peut dire ce qu'on veut des talibans, mais ils sont là. Bon, après, effectivement, le statut de la femme, les droits, les exécutions à mort, etc., tout ça, c'est effectivement la réalité, mais encore une fois, c'est le mécanisme décisionnel qui m'intéresse, puisque c'est celui-là auquel j'ai participé. Alors, la caractéristique de cette époque post-soviétique, c'est que je me souviens d'avoir préparé pour des ministres des réunions préparatoires à l'envoi de troupes. Et tu t'apercevais que le ministre s'en foutait de la crise. Ce qui l'intéressait, c'était en gros de se dire, si j'envoie du militaire, est-ce que je gagne des voix? La réalité de la guerre et de la crise et la difficulté, ça ne l'intéressait pas. Ce n'était pas du tout son sujet. Et c'était le ministre de la Défense, hein, quand même. Donc, alors moi, j'en ai eu un qui était absolument extraordinaire parce que
c'était un type qui était tellement prétentieux que même Mitterrand l'avait empêché de devenir ministre. Alors quand il y arrive enfin, il devient ministre de la Défense. Alors on se dit quand même, ministre de la Défense, c'est formidable. Et il s'est dit, bon, j'ai pris du retard à cause de Mitterrand, et donc je vais rattraper le retard. La dame, elle avait l'air d'hésiter. Je vais rattraper le retard. Donc à chaque fois qu'il y avait un poste qui se libérait dans le gouvernement ou à Bruxelles, il faisait savoir par son attaché de presse qu'il était candidat. Bon, ça tombait pas sur lui. Quand c'est Strauss-Kahn qui se fait virer, on en met un autre. Après, je sais plus, c'était le ministre des Finances qui est viré pour je ne sais quelle raison. Il fait savoir que, etc. À la fin, à chaque fois qu'il y avait un ministre qui changeait, tout le monde, la presse le savait, donc on se disait qu'il va être candidat. Bon, finalement, il a été retenu pour rien, il a fini ministre de la Défense et il a disparu dans les oubliettes de l'histoire. Mais c'est ça, le fonctionnement d'un ministre. Encore une fois, c'était pas la guerre elle-même, c'est pas la crise elle-même, c'était la crise par rapport à sa trajectoire politique. Et donc aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où comment dire, la décision, par exemple, de Bush de faire la guerre globale contre le terrorisme. C'est bien comme concept, ça marche toujours quand c'est le terrorisme, etc. On ne se demande pas ce que c'est que le terrorisme, ça importe peu. Et puis en plus, ce que c'est qu'une guerre globale, c'est-à-dire, est-ce qu'on va considérer qu'effectivement, il faut rejuger les résistants français qui étaient considérés par les Allemands comme des terroristes, parce que c'est vrai qu'on les a ratés, ceux-là, on aurait dû les qualifier mieux. Je te dis, j'étais sur une émission de Pascal Praud une fois, où au début du massacre à Gaza et le début de l'intervention israélienne, Netanyahou venait de donner instruction au territoire de Gaza d'1 million de Palestiniens de descendre vers le sud. Le territoire de Belfort, le territoire de Gaza, c'est le territoire de Belfort. Donc en gros, il y a 10 fois plus de monde à Gaza qu'à Belfort, mais quand on dit à 1 million de personnes de se déplacer vers le sud, ça ressemble beaucoup à de l'épuration ethnique. Ce que j'ai dit sur le plateau, et les mecs m'ont dit, mais enfin, vous vous rendez pas compte ce que vous racontez, Israël c'est une démocratie, Gaza, machin, etc. Je leur disais, mais le début de la guerre d'Algérie, c'était des massacres, et nous aussi, on a eu le réflexe, c'est des terroristes, on ne peut pas discuter avec ces gens-là, il faut envoyer l'armée. Tu vois, le réflexe est toujours le même. Quand tu es dans une démocratie, le politique ne peut raisonner que comme ça, arriver à dire non, il y a quelque chose d'autre. Et encore une fois, on était, je te dis, c'était concomitant du procès de Nuremberg. Donc on aurait dû avoir un minimum de distance. Et donc on va se retrouver après avec une espèce d'hubris guerrière qui va suivre notre intervention au Koweït, où on croit qu'envoyer du militaire est un moyen de résoudre les questions. Donc, quand il y a l'éclatement de la fédération yougoslave, Védrine disait que Mitterrand avait beaucoup hésité. Il ne savait pas quelle serait la solution la plus pacifique. Est-ce qu'il fallait sauver le modèle titiste, c'est-à-dire faire que la Yougoslavie reste une fédération, ou est-ce qu'il fallait gérer l'éclatement? Bon, en fait, gérer, c'était une manière de parler parce qu'ils se sont débrouillés sans nous pour éclater. Et donc, vous avez eu ce problème qui était l'identité bosniaque, c'est-à-dire que c'était l'entité de mixion de toutes les Yougoslaves où il y avait effectivement musulmans, catholiques, juifs, etc., etc. Et donc, la guerre qui s'est déclarée là-bas était une guerre dans laquelle on n'avait aucune légitimité politique. On s'est contenté d'envoyer des types à Sarajevo pour protéger la ville qui était le symbole de ce qu'était la Yougoslavie titiste, mais en fait les types se faisaient flinguer. Il y avait des snipers effectivement qui tiraient sur les casques bleus, et donc encore une fois on n'a pas réussi à on n'a pas compris que nous n'avions plus les moyens militaires de ce prestige qu'on avait tiré de la guerre du Golfe. Donc l'autre transformation qui va se passer à partir de la disparition de l'URSS, vous vous souvenez du discours d'Eisenhower de 1953, disant il faut se méfier du complexe militaro-industriel parce qu'on est dans la course aux armements. Ces gens-là, qui avaient toujours plus ou moins leur réputation d'être des fauteurs de guerre, on pensait toujours que c'était les industriels qui provoquaient la guerre, pas du tout, mais c'est pas grave du moment que le procès était instruit. Bon. Mais à partir du moment où, pardon, toute la logique stratégique de la bipolarité qu'on avait construite, c'est-à-dire qu'il fallait avoir plus d'armes que l'adversaire, etc., puis quand l'autre disparaît, on est un peu dans cet état de désarroi, et donc va commencer à apparaître à ce moment-là ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire pour faire sortir une crise de la masse de toutes ces crises-là, il vous faut de la médiatisation. Donc il faut quelqu'un qui plaide la cause, merci. Il faut quelqu'un qui plaide la cause et le lieu pour la plaider, c'est le plateau télé de scène d'info. On a vécu un exemple très, très caractéristique, évidemment, qui est celui de la Libye. C'est-à-dire qu'on a effectivement là un intellectuel, BHL, qui a de l'argent personnel et qui va donc aller au début de la révolution arabe en Libye, aller voir la chose de là-bas en disant mais j'en reviens, j'ai vu, je sais qui sont les gentils, je sais qui sont les méchants, et l'argumentaire c'est on ne peut pas ne pas. Ouais, c'est-à-dire notre responsabilité morale fait que nous devons faire quelque chose. Alors
le fait de se déclencher comme ça, encore une fois, pour décider Balkany pour des raisons qui m'importent peu, mais enfin, toujours elles étaient ce qu'elles étaient, mais ça m'importe peu, on va donc faire une opération d'interdiction de survol aérien. C'est-à-dire, avec les Britanniques, on fait voter une résolution de l'ONU pour que Kadhafi ne puisse pas utiliser son arme de supériorité qui était son aviation. Donc effectivement, des avions anglais et français tournés autour de la Libye devaient empêcher les Libyens de décoller. Et puis à un moment court une rumeur dont on ne connaît pas l'origine qui dit oui mais il y a une colonne de chars qui se dirige vers Tripoli. Donc à ce moment-là on donne instruction aux avions de descendre et de bombarder la colonne de chars. La fin de l'histoire vous la connaissez, Kadhafi va se sauver, il va être attrapé, il va être lynché, etc. Mais le pays est toujours dans la division aujourd'hui, c'est-à-dire que le pays ne s'est pas réunifié, etc. Et 2 ans après la guerre, BHL dit dans une interview « Tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». C'est quand même extraordinaire cette phrase. Ça veut dire qu'il se refuse à reconnaître que son intervention ait pu avoir créer plus de dommages que de qualité. Donc le complexe militaro-intellectuel, c'est ce nouveau mode de fonctionnement qui est un espèce de mélange d'ailleurs. Il n'y a pas que des intellectuels médiatiques, il y a effectivement des humanitaires, il y a effectivement des intellectuels, il y a évidemment d'anciens militaires, mais enfin vous n'avez qu'à regarder sur tous les plateaux télé, vous verrez cette espèce de composition qui fait que de là on va effectivement vous expliquer ce qu'il faut faire. Alors la caractéristique des intellectuels, c'est qu'ils ne vont plus faire la guerre. Hein. C'est ni Malraux ni Régis Debray. Une fois, il y a un BHL disait mais si je savais tirer au fusil, j'y partirais. Il y a un type qui a dit venez, je vais vous apprendre. Et je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais répondu. Bon. Donc vous voyez, on se retrouve dans ce genre de situation ridicule où vous avez la catégorie des toutologues, c'est-à-dire les mecs qui sont là pour tout. Tu as des spécialités. Bon, BHL c'est plutôt sur les crises. Alain Minc c'est sur toutes les questions économiques. Attali c'est toutes les questions civilisationnelles. Tu vois, donc on a des spécialistes de tout. Hein. C'est une caractéristique du monde intellectuel français. Et selon les circonstances, tu recomposes le plateau télé comme tu veux. Alors, à la suite du 11 septembre, donc comme je vous le disais, il fallait une guerre. Les Américains avaient besoin de ça. Donc, le premier épisode, c'est l'Afghanistan, qui, comme chacun sait, est un pays très facile à soumettre. Et puis, très rapidement, va se poser la question d'un jeu d'influence qui est extrêmement intéressant pour convaincre qu'on ne peut pas s'arrêter là. Dans le soutien de Bush, il y avait deux tendances, deux orientations politiques importantes. Les néoconservateurs américains. Les néoconservateurs américains, c'était ceux qui disaient il faut absolument préserver la suprématie américaine sur la planète, puisque c'est le seul moyen à la fois de garantir la supériorité américaine, éventuellement de faire la paix, enfin de gérer militairement des conflits, etc. Et la deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques, c'est la version radicale du protestantisme américain. C'est-à-dire il se passe un phénomène, mais on reparlera tout à l'heure des radicalismes religieux. Dans la fondation des États-Unis, rappelez-vous, les pères fondateurs considèrent qu'ils sont arrivés, que c'est la terre promise, et donc ils vont créer une société qui va être à base essentiellement protestante, puisque c'était des gens qui étaient persécutés, ceux qui venaient d'Europe étaient persécutés. À la fin du XIXe siècle, commencent à apparaître des premiers catholiques. Ça peut être des Espagnols, des Italiens, des Sud-Américains, etc. Mais ceux-là, ils deviennent une espèce de corps rapporté, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des catholiques, alors que la raison même de la Constitution des États-Unis était celle de ce protestantisme, cette terre promise aux protestants. Et donc il va y avoir une réaction à la fin du XIXe siècle qu'on appelle les rencontres d'Arusha, où va se formaliser ce radicalisme protestant. Et ce radicalisme protestant, c'est encore une fois de faire reconnaître que les catholiques n'ont pas leur place ici. Rappelez-vous que quand Kennedy est élu, on considère que vraiment c'est une révolution. Alors je dis, qu'est-ce qu'ils ont à s'exciter comme ça? Mais c'est ça, c'est parce que cette identité était fondamentalement protestante. Alors, les néo-évangéliques vont soutenir George Bush dans l'invasion de l'Irak, mais pour des raisons qui sont complètement théologiques. Parce qu'ils considèrent que justement la venue du Messie est conditionnée par la constitution du Grand Israël. Si le Grand Israël est constitué, à ce moment-là, le Messie reviendra et donc, etc., triomphe de la religion, la paix sur terre, le paradis, tout ce que tu veux. Alors, les Netanyahou considéraient qu'effectivement les néo-évangéliques étaient des grands alliés dans le système américain, et donc il entretenait d'excellentes relations avec les néo-évangéliques. Alors, le problème, vous le connaissez, c'est que pour les juifs, le Messie n'est jamais arrivé, mais pour les catholiques, il est déjà venu une fois. Alors, une fois, comme ça, on peut tourner un peu en eau de boudin, quand ils ont commencé à causer la question, Netanyahou s'en est sorti en disant, écoutez, le jour où le Messie arrivera, on lui posera une seule question. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens? Qui était une bonne manière d'arrêter le débat. Et donc, ces néo-évangéliques ont soutenu cette idée que, après tout, la destruction de l'Irak était une étape nécessaire pour la constitution du Grand Israël. Puis après, vous avez vu, la machine s'est emballée, ça a été la Syrie, etc. Donc, aujourd'hui, le Moyen-Orient est dans une espèce de situation absolument terrible, parce que, effectivement, certains des États constitués par nous après le traité de Versailles, encore une fois, ces États qui n'avaient pas de réalité
comment dire, nationales, qui étaient des découpages post-coloniaux, sont dans des difficultés terribles. Donc on est dans cette situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, alors moi je me suis amusé une fois à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Pourquoi? Parce que je lisais beaucoup de télégrammes diplomatiques quand on créait la délégation des affaires stratégiques et donc ça a commencé toujours avec le même rituel, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, pays des droits de l'homme, ne peut pas, etc., etc. Puis après, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, moi, je m'étais amusé à écrire un télégramme diplomatique comme ça, où je précisais ni le lieu, ni la crise, mais je l'ai mis dans le paquet. Et personne n'a réagi. C'est-à-dire, tu vois, on lisait ça avec tellement de rapidité qu'on se disait, bon, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas grave, etc. Mais c'est pour dire combien, tu vois, la culture d'un système finit par l'emporter sur l'indépendance d'esprit. Si tu commences à faire le con et à raconter des choses différentes, finalement, tu risques de te faire allumer et finalement, c'est ta carrière qui va être compromise. Et c'est vrai partout, hein, c'est vrai aux finances, c'est vrai aux affaires étrangères, aux affaires culturelles, ce que tu veux. Donc, dans le mécanisme évidemment stratégique, c'est quand même grave que le centre de décision puisse se déplacer sur un plateau télé, que le politique va être interpellé devant tout le monde à partir d'un plateau télé, et qui évidemment va être obligé de réagir, parce que l'interpellation est beaucoup plus grave que l'interpellation parlementaire. On est dans un système où, encore une fois, le parlementaire, on ne les connaît pas. Il y a 350 ou je ne sais pas combien. On connaît le tiers, mais on ne connaît pas les autres. Donc l'identité de l'intellectuel ou de l'homme de médias, si vous voulez, est devenue beaucoup plus forte que ce qu'on imagine. Alors, moi, je me suis justement penché sur ce fait que ces intellectuels ont introduit le mécanisme de la repentance. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut reconnaître les horreurs qu'ont commis les Occidentaux. Et donc, finalement, après la Seconde Guerre mondiale, après les guerres de décolonisation, etc., il y avait de quoi effectivement avoir un regard critique sur ce qu'avait été le discours que nous tenions. C'est-à-dire la colonisation comme apport de bienfaits, les routes, les ponts, tout ce que vous voulez. Bon. Et donc, on va être dans un discours de la victimisation. Et ce discours de la victimisation, aujourd'hui, c'est un des ressorts qui actionnent la vie politique, puisque, par exemple, on le voit avec les LGBT aujourd'hui. Si tu arrives à te faire identifier comme victime, ça te donne un crédit, puisque comme on l'a fait avec Israël, on sait qu'aujourd'hui une victime doit avoir un tort qui lui est reconnu. Alors, je me suis amusé à écrire un petit bouquin que j'arrive pas à placer sur une petite méthode de méthodologie pour les plus qui veulent devenir des lettres. Puisque tu sais qu'à LGBTQ, il y a des plus derrière, donc ça laisse des portes ouvertes pour des gens qui veulent le statut de victime. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il faut arriver à se faire identifier. Alors, je suis allé sur un site de psychanalyse et j'ai découvert qu'il y avait 74 maladies psychanalytiques, donc il n'y a qu'à faire son choix. Il suffit de savoir que tu es atteint de telle maladie. Tu es peut-être seul dans la catégorie, mais ça ne fait rien. Le statut est reconnu médicalement. Après, le problème, c'est de savoir comment on fait connaître cette situation. Et donc, il faut ensuite trouver un porteur de parole, un médiateur, si vous voulez, qui va porter la cause devant les lieux importants, etc., etc. Mais parce qu'encore une fois, dans ce discours où on a à la fois la repentance d'un côté et la victimisation de l'autre, on a une mécanique infernale, c'est-à-dire que demain, on va avoir, on le voit déjà avec il y a 2 pays où les LGBT, il y a maintenant 12 lettres qui sont associées. Nous, on est encore en retrait là-dessus, on en a que 6, mais il y a des pays dans lesquels il y a 12 Z, W, RC, je ne sais plus ce que ça reconnaît, mais ça veut dire que c'est un espèce d'agrégat qui, effectivement, le processus de la victimisation est devenu une espèce de légitimité politique. Alors, le dernière partie, mais je ne m'arrête pas trop longtemps là-dessus, c'est finalement, je me suis dit, mais pour arriver à ce bilan de l'homme blanc responsable de tout, quelles sont les méthodes, quels sont les accusateurs, et puis est-ce qu'ils ont le même passif que nous? Bon. Pour ce qui concerne le passif des massacres, il n'y a pas de problème, on peut en trouver. Le plus important, c'est celui que les nationalistes hindous considèrent que les 7 siècles d'occupation musulmane et moghole ont fait disparaître 200 millions d'Indiens. On est encore loin du score, tu vois. Donc, et encore, il y a d'autres endroits dans lesquels, effectivement, on va avoir des massacres. Bon, par exemple, les bouddhistes, pour nous, c'est Mathieu Ricard et le Dalai Lama. C'est des gens bien, ils sont là, ding, 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 etc. Tu les vois circuler dans les rues du quartier latin. Je suis allé en Birmanie. La Birmanie est un État qui s'est déclaré indépendant quand il a eu la décolonisation. Les Anglais avaient utilisé des gens du Bangladesh, tu vois, population très pauvre, pour les faire venir travailler sur les plantations de thé. Quand la Birmanie est devenue indépendante, les Birmans, ils ont dit non, ces gens-là, ils ne sont pas de chez nous, apatrides. Ces types s'appellent les Rohingyas. C'est vraiment des pauvres types que les bouddhistes ont commencé à chasser vers le delta. C'est-à-dire que les types sont chassés vers des zones inondables.
Le leader de ça, je ne sais pas si vous avez vu le film de Barbet Schroeder, mais Viratu est un espèce de facho qui n'aurait pas le droit de parler ici, parce que c'est vraiment la condamnation des musulmans, et encore une fois, c'est des pauvres types. Allez mobiliser BHL pour défendre les Rohingyas, je veux dire, c'est aberrant. D'abord, ces pauvres types, ils parlent qu'une langue incompréhensible, même le Pakistan ne les veut pas, etc. etc. Bon. Autre exemple très intéressant, encore une fois, l'élection dans la plus grande démocratie du monde en Inde, d'un parti politique, le BJP, qui considère, avec Modi, que les musulmans sont des gens qui n'ont pas leur place en Inde. Or, ils sont 120 millions quand même, c'est une grosse minorité quand même. 120 millions de mecs qu'il faut persécuter jusqu'à ce qu'ils acceptent de repartir. Donc on est dans ces situations où la responsabilité de l'homme blanc, qui encore une fois on accepte le procès, masque, si vous voulez, beaucoup d'autres choses sur lesquelles il est beaucoup plus difficile de se mobiliser, puisque vous avez le cas de l'accusé accusateur. Alors il y a un épisode qui me délecte un peu, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Pétré Grenouillot, Olivier Pétré Grenouillot, qui a écrit un livre très intéressant sur les traites négrières. C'est-à-dire, il a travaillé sur les 3 traites esclavagistes qui ont comment dire, persécuté ou épuisé l'Afrique. Alors il y a le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, vous connaissez, donc pour partir vers l'Amérique. Il y a eu le commerce, l'esclavagisme intra-africain et l'esclavagisme de la côte Est. La côte Est, c'est donc ceux qui, partis à partir de Zanzibar, amenaient des esclaves vers les pays du Moyen-Orient. Alors, première étape très intéressante, donc il dit, mais le commerce triangulaire a duré un siècle de moins que le commerce sur la côte Ouest, et puis de toute façon, l'esclavagisme intra-africain continue encore à exister, puisqu'il y a même de l'esclavage pour dette. Bon. Il se fait attaquer par le Conseil représentatif des associations noires de France, qui l'accuse de minimiser l'importance du commerce triangulaire. Il dit c'est un révisionniste. Il y a une mobilisation des historiens qui ont tous signé une pétition, arrêtez de nous faire chier. La science, c'est une science, c'est pas de la polémique. Bon, donc le CRAN a retiré sa plainte en disant, mais visiblement, nous ne sommes pas compris. Tu parles qu'on n'avait pas les raisons de ne pas les comprendre. Donc, on est dans cette situation-là où, tu vois, le processus de victimisation croit donner la possibilité de faire absolument ce qu'on veut. Sur le cas, effectivement, le CRIF. Moi, j'étais en train de travailler sur un rapport... non, c'est pas le CRIF, c'était le comité contre l'islamophobie en France. J'étais en train de travailler sur je ne sais quel rapport, enfin, peu importe. J'appelle donc le CCIF en disant, je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais parler avec vous de profils de gens comme Mohamed Amra, avec des gens qui avaient commis des attentats en France. La fille porte-parole, une convertie, qui me dit, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Seul nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, attendez, quand il y a un épisode comme celui-là, vous devez avoir une position. Non. Seuls nous intéressent les actes islamophobes. Alors j'ai dit, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors, si tu veux, l'idée de les avoir comparés au CRIF, si tu veux, c'était l'injure suprême. Et je lui ai dit, mais finalement, quand vous avez un juif radical et un musulman intégriste qui se tape sur la gueule, est-ce que c'est de l'antisémitisme ou de l'islamophobie? Je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Bon, tu vois. Donc on est dans ce genre de situation, c'est-à-dire des gens qui vivent de manière complètement isolée du reste, et qui vont constituer des moyens de pression. Alors il y a un sujet que j'aimerais bien traiter, mais jamais réussi à traiter. Vous vous rendez bien compte aujourd'hui que les diasporas sont devenus une force politique interne, puisque jouant de leur double identité, on le voit par exemple avec les associations juives des États-Unis, c'est une force politique devant laquelle tous les candidats doivent se pointer à un moment ou un autre de la campagne électorale. Mais nous, on a exactement pareil. Encore une fois, on a les diasporas sont plus ou moins organisées, mais on sent bien qu'effectivement, jouant de leur double identité, elles peuvent faire prévaloir des points de vue dans la politique intérieure et donc peser sur le système. Donc on peut avoir des diasporas qui veulent faire la paix, puis d'autres qui veulent effectivement inciter. C'est plus facile d'inciter à la guerre quand on est à distance. Donc effectivement, les diasporas sont souvent plus radicales que les acteurs locaux. Donc voilà Après les méthodes accusatoires, vous savez, ça c'est facile maintenant avec les réseaux sociaux. Si vous dites un tel, en fait, on a eu des histoires absolument sordides de proviseurs qui ont demandé à des filles de retirer leur voile. Ensuite, c'est quand ils décidé une campagne de communication de presse en disant effectivement c'est inadmissible, c'est de l'islamophobie, etc. Et puis surtout avec le langage des jeunes, les types disant il faut lui faire la peau à ce type-là, c'est un sale con, etc. Il faut lui niquer sa mère. Mais c'est du langage de jeune. Simplement, quand tu passes devant un juge, le juge il n'est pas censé considérer que c'est du langage de jeune. Mais simplement, cette mécanique des réseaux sociaux fait que des gens peuvent se sentir dans une situation d'insécurité totale. Parce qu'on te dit on va s'en prendre à ta famille. Bon. Et donc cette ambiance-là est une ambiance absolument effrayante parce que la méthode des accusateurs, encore une fois, est une méthode qui s'appuie sur les réseaux sociaux et qui effectivement fait que très très rarement on arrive à identifier, à condamner un type auteur d'accusation de mort en plus, de menace de mort.
mais parce que la justice est toujours en mal. Est-ce que le type a un passé judiciaire? Est-ce qu'il en a pas? S'il en a un, est-ce qu'on le condamne? Est-ce que de le mettre en prison, ça va servir? Enfin, on est dans une espèce de désarroi juridique complet. Voilà, donc c'est vrai que une des conclusions, c'est que c'est vrai que l'homme blanc a tellement donné de leçons à la planète entière qu'il devrait la fermer un peu plus, mais en même temps, on se rend bien compte que il est lui-même aujourd'hui l'objet d'une accusation qui est aussi injuste que beaucoup des accusations qu'il a portées à la surface de la planète. Et donc, juste, je termine avec un épisode qui est peu connu, mais qui est extrêmement intéressant. Fin du 19e, les impérialismes en Afrique, français, anglais et allemands, commençaient à se rencontrer. Rappelez-vous, il y avait eu l'incident de Fashoda, où on avait failli se taper dessus avec les Anglais. Et donc, les impérialismes allemands s'étaient occupés d'une partie de l'Afrique de l'Est. Nous, on avait fait on voulait faire Alger-Dakar, et les Anglais voulaient faire le Cap. Et donc, il y avait un moment où ça allait se rencontrer. Et donc, le roi des Belges a une idée absolument géniale, c'est Léopold II, il dit on va faire une grande conférence internationale parce qu'on ne peut pas aller à la guerre comme ça. L'État tampon qui se trouvait au milieu de tout ça, c'était le Congo. Donc il dit, écoutez, le Congo belge, moi je m'en occupe. D'ailleurs, je vais lutter contre l'esclavagisme, je vais faire le travail forcé. C'est mieux le travail forcé parce que ça ne s'appelle pas esclavagisme. Et donc, on va lui donner à titre personnel le Congo. C'est-à-dire qu'il va être propriétaire personnel de cet État extraordinaire qu'est le Congo. Le Congo, alors son argumentaire, c'était de dire il faut lutter contre l'esclavagisme sur la côte Est, qui est l'esclavagisme des Swahili. Et donc effectivement, l'argumentaire de bienfaiteur était évidemment tout trouvé, lutter contre l'esclavagisme, ça marche bien. Je vous dis, en échange, il va faire le travail forcé. Alors, le problème, c'est comme les mecs ne comprenaient pas c'était que le travail forcé, il avait créé des milices qui étaient chargées de poursuivre les types qui ne voulaient pas travailler. Il leur donnait un nombre de cartouches limité, et les types devaient tuer celui qui voulait échapper au travail forcé, et il fallait qu'il apporte la preuve qu'il avait tué. Donc il fallait qu'il apporte une main. Évidemment, quand un type avait braconné et utilisé des cartouches, il n'avait pas le quota qu'on lui demandait, donc il tuait un type, n'importe lequel, et puis il rapportait la main. Il y a un bouquin qui s'appelle Il pleut des mains sur le Congo, qui est exactement l'histoire de cette horreur, qui était institutionnalisée. Bon, et à la fin, quand le roi des Belges remet le Congo à la Belgique, il est milliardaire. Milliardaire. Parce qu'évidemment, tout le Congo est une espèce de miracle géologique où il y a tout ce qu'il faut. Et donc l'exploitation avec le travail forcé lui avait rapporté des sommes absolument incroyables. Donc on comprend qu'on puisse avoir un état de, de repentance des Occidentaux. C'est vrai que je n'ai cité que quelques exemples là, mais en même temps, la repentance se heurte à une victimisation qui est devenue une mécanique politique qui marche maintenant toute seule. Et donc voilà, c'est pour ça que sur le sujet, je pense qu'il faut qu'on arrête un moment et qu'on parle des crises pour elles-mêmes et non pas en fonction de principes moraux, que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, qui est un peu trop épais. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous voulez intervenir? Vous avez des explications à donner? Vous aurez du mal, là, parce que, je rebondis sur votre dernière observation, regardez l'affaire des Ouïghours, on l'exploite au maximum, il faut dézinguer la Chine. Ouais. Donc on fait de cette opération sur les Ouïghours qui avait du terrorisme, etc. Alors il y a sans doute des éléments vrais, mais on fait une bulle énorme sur prétendu génocide des Ouïghours. Alors que ceux qui sont allés en territoire ouïghour disent bon, il y a peut-être des incarcérations, il y a peut-être, je sais pas, des camps de travail, hein, peut-être, mais il n'y a certainement pas un génocide. Simplement, les chiffres sont là pour montrer qu'il ne peut pas y avoir eu de génocide au cours des dernières années. Mais il n'empêche qu'il faut combattre la Chine, donc on utilise. Je parle des Ouïghours, mais il y a certainement plein d'autres exemples. Dans ce que vous dites, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé justement, c'est que maintenant, si vous voulez attirer l'attention des médias, il vous faut au minimum un génocide. Un massacre, c'est plus suffisant. Donc j'ai compté, il y a 20 génocides en cours. Si vous regardez médiatiquement, hein, c'est-à-dire quels sont les endroits dans lesquels on est en train d'expliquer qu'un génocide est en cours. Au génocide, on sait bien qu'il y a une définition juridique, il faut qu'il y ait une volonté politique, qu'il y ait une politique systématique, etc. Mais vous voyez bien que les règles médiatiques vont l'emporter sur la réalité de terrain. Et la réalité de terrain, elle n'est pas toujours facile à analyser. Ce que vous dites sur les Ouïghours est tout à fait vrai.
C'est vrai, c'est vrai que les Ouïghours ont fait un attentat à la voiture piégée sur la place Tiananmen. Est-ce du terrorisme? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est complètement dans cette contradiction où on a qualifié tout acte qu'on n'aime pas comme terroriste. À partir du moment où l'autre a fait la guerre globale contre le terrorisme, vous avez cette classification. Qui est considéré comme terroriste ou pas? Bon. Donc vous voyez que cette classification ne tient pas compte de la réalité politique du terrain. Elle dit de la réalité de la forme de la violence. Bon. Mais malheureusement, on est empêtré là-dedans. On n'en sortira pas. Hein. Moi, je suis frappé par le fait que, autant à la période coloniale, c'était, nous sommes tous des individus qui apportent le bonheur, la paix, la sérénité, la fraternité, et j'en passe. Et maintenant, nous avons tous été des horribles, des abominables. Il n'y a aucune nuance. Et il y a quand même un certain nombre d'historiens, je pense à Claude Nicollet ou Liozu, qui ont travaillé sur l'histoire de l'anticolonialisme en France. Peut-être qu'il faudrait valoriser ça au maximum. Il y a toute une histoire des anticoloniaux. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, moi, c'est l'exemple qui m'intéresse le plus, c'est celui de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous savez que donc après 8 ans de guerre, la résistance intérieure était pratiquement vaincue. Bon. Quand tout à coup sont signés les accords d'Évian, c'est la résistance de l'extérieur qui était complètement isolée avec la ligne Maurice, etc., qui va rentrer ou arriver à Alger, etc. Mais ils n'ont pas le même passé d'anciens combattants que la plupart des types qui avaient été tués pendant la guerre. Bon. Donc ils vont survaloriser la violence en disant oui, mais regardez nos héros, nos martyrs, la France, etc. Bon. Et donc il va y avoir tout un discours anti-français qui va être entretenu par ces gens-là qui, encore une fois, n'avaient même pas le mérite d'avoir participé à la victoire. Et donc on est dans cette situation extraordinaire où en Algérie, une grande partie de l'enseignement est déjà un enseignement anti-français, la valorisation des héros, des martyrs, etc. J'ai regardé des manuels scolaires. Et en même temps, vous avez des générations qui n'ont comme seule solution que de venir travailler en France. Vous voyez ce que je veux dire? État rentier, avec la rente pétrolière captée par les dirigeants, et des jeunes qui finalement, après avoir subi cet enseignement, vont arriver en France. Bon. Avouez que c'est un peu difficile à vivre comme identité. Donc là, les deux autres pays du Maghreb n'ont pas entretenu cette espèce de discours, mais on le voit bien aujourd'hui avec l'Algérie, qu'on est continuellement dans un discours polémique, dans un discours de revanche, etc. etc. Je ne sais pas si on en sortira, hein, je vous avoue. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi d'autres pays occidentaux, c'était des colonisateurs, l'Espagne, le Nouveau Monde, les Allemands, les Anglais, les Belges qui ont commis des horreurs, ne sont pas en but aux mêmes attaques que la France, qui a simplement colonisé l'Algérie pendant 130 ans. Qu'est-ce qui fait la différence? D'abord, le fait que, bon, le cas de la guerre d'Algérie, rappelle-toi, l'Algérie, c'est la France. C'est-à-dire, on était sur l'idée que c'est un postulat, que c'est un morceau du territoire sur lequel s'insurgeait une population. La décolonisation anglaise, qui est un peu l'équivalent, puisque c'était quand même l'autre grande puissance coloniale, s'est faite de manière beaucoup plus gérée, en laissant derrière le même problème derrière, mais enfin, dès 1947, les Anglais se rendent compte que finalement, la décolonisation, il va falloir y passer. Nous, on avait à faire passer notre défaite. C'est-à-dire que la recolonisation était une manière de valoriser le fait qu'on était encore grande puissance. Les Anglais, dès 1947, vont considérer qu'effectivement, il va falloir... Alors rappelle-toi, il y avait Gandhi quand même depuis des années dans le paysage. Et il y avait le leader pakistanais, comment il s'appelait, Jinnah. La question pour Gandhi, c'est que Gandhi se veut un laïc. Donc il dit, il faut garder les frontières de la colonisation. Et Jinnah disait non, nous on est musulmans, il faut un pays musulman. Bon. Et donc on va être dans une situation où effectivement l'indépendance gérée par les Anglais, c'est en gros démerdez-vous. Et donc il va y avoir la partition, et cette partition va se faire de manière violente, c'est-à-dire que paradoxalement c'est la partition qui va être plus violente que la guerre de décolonisation qui n'a pas eu lieu. Et rappelez-vous que Gandhi va être assassiné par un radical hindouiste, c'est-à-dire quelqu'un qui lui reproche justement d'avoir laissé le Pakistan se constituer. Et après, vous aurez dans toute la classe politique indienne l'idée qu'après tout, le Pakistan oriental, s'il pouvait être coupé du Pakistan occidental, ce serait mieux, d'où la guerre pour couper le pays en deux. Donc, on a exactement les mêmes, enfin plutôt phénomène surprenant, c'est que ce n'est pas la décolonisation anglaise qui leur a posé problème, c'est les processus de décolonisation sur place, quoi. On a fait quelques progrès en matière de justice internationale, mais c'est vrai que c'est surtout sur les théâtres africains. C'est essentiellement pour la Sierra Leone, le Libéria, etc. etc. Donc effectivement... C'était les autres, c'était ah ben oui. l'idée, quoi. C'était localisé.
Ah oui, oui, ben bien sûr, c'est sur des théâtres périphériques, oui, bien sûr. Voilà. C'est comme ça que le... Mais enfin, est-ce qu'il faut le regretter ou pas, ça? Au moins... Ça permet de construire quelque chose. Ouais. Le problème maintenant, c'est effectivement comment l'appliquer aux autres. Est-ce que les autres, Comment les s'appliquer auteurs à- principaux sont prêts à le faire respecter? Comment nous-mêmes nous nous respectons dans ce que Ouais. nous avons créé à partir du moment où nos intérêts, nos alliés, enfin bref, sont concernés. On l'a fait quand même pour la Yougoslavie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pu poursuivre les responsables serbes, qui étaient responsables pour l'essentiel du massacre, et même d'ailleurs certains Croates. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger le fait qu'il y a eu quand même des volontés qu'une espèce d'anti-représentation de la communauté internationale juge certains trucs. Mais évidemment, il n'est pas question de juger les puissants. C'était les Balkans, c'était l'Afrique. C'était quoi. pas Israël. Bon. Ah ben non, je n'ai pas dit que c'était Israël. Mais enfin, Israël, c'est en train de basculer. Ouais. Puisque la Cour pénale internationale lance les mandats d'arrêt à la fois contre le chef du Hamas et contre Israël, c'est une nouveauté politique extraordinaire. Et nous ne respectons pas ça. Et nous le déclarons. Monsieur Orban dit non, non, moi j'accueille Monsieur Netanyahou, donc pareil. Et On nous-mêmes, n'a pas ah, d'opposition française. même les Français ont dit, ah, Monsieur Netanyahou. Non, mais je sais pas, vous négligez trop ce qui est le changement d'état d'opinion quand même. Vous avez des juifs français qui sont effectivement, qui considèrent que c'est inadmissible ce qui est en train de se passer à Gaza, etc., etc. Donc, vous ne pouvez pas considérer qu'on est dans une situation où tout se décide dans les sphères politiques. Non, il y a des évolutions d'opinion. C'est que Je vais retomber sur ce que vous venez de dire, mais qui part de la question de la victimisation et de la repentance. Comment en fait on reconstitue la politique et l'espace public de discussion? Oui, oui, c'est vrai. Et là, au niveau international, il n'y a plus d'espace de discussion. Il n'y a que des discours binaires, des affrontements, des choses caricaturales. Et donc la politique a disparu, d'où le fait qu'on est dans une logique de guerre qui ne s'arrête pas. Mais ma question, pour faire le lien avec ce que vous disiez, est-ce que vous pensez que par rapport à ce qui se passe à Gaza, et justement la procédure de l'Afrique du Sud, devant la Cour pénale internationale, il n'y aurait pas une possibilité de repolitiser? Justement parce que c'est un pays du Sud contre un pays occidental sur des valeurs universelles comme les droits de l'homme. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas par là peut-être le début de reconstitution d'un espace politique, avec évidemment les Occidentaux toujours à rien comprendre et à résister, mais on voit qu'il y a quand même des contradictions, parce que par exemple les Anglais hier ont lancé des sanctions, pas pour Gaza, mais pour la Cisjordanie. Nous, on n'y est toujours pas, nous les Français. Donc voilà, c'est ça, une question un peu large comme ça sur l'espace politique. La crise de Gaza, elle a beaucoup de caractéristiques, mais je reste une minute sur les questions du traité de non-prolifération. C'est vrai que le traité de non-prolifération a été un traité qui s'est signé pendant la guerre froide. C'est-à-dire, on était d'accord que la multiplicité des têtes nucléaires risquait de provoquer la fin du monde. Et donc le traité qui est signé en 68 donne le sentiment qu'on veut empêcher la prolifération. Bon. Donc le problème, c'est que si vous êtes dedans, si vous signez le traité, vous êtes bloqué. Si vous n'êtes pas dedans, bon. Alors, tu as des histoires que les Iraniens que tu connais bien, c'est que quand tu te retrouves dans la situation où tu es un pays qui n'a pas cessé d'être emmerdé par les Occidentaux depuis 1953, nationalisation du pétrole en 1953, coup d'État contre Mossadegh, ensuite 25 ans de dictature du Shah avec une police politique qui s'appelait Assavak, qui arrivait même dans la maison d'Iran des fois, et puis à la fin, la révolution iranienne qui va bouleverser le système. La guerre Iran-Irak, déclenchée selon les modalités que je te décrivais, fait 800 000 morts. Elle dure 2 fois la guerre de 14, elle fait 800 000 morts, dont des martyrs, des mecs qui marchaient sur les champs de mines, encore une fois, pour eux. Quand tu es dans cette situation, et Khomeini peut dire ce qu'il veut sur la bombe, tu te demandes si en tant que stratège, tu ne dois pas avoir la bombe parce que c'est l'arme de la garantie suprême. C'est-à-dire quand tu es dans une situation d'un pays qui a été justement opprimé par la vie internationale, si tu ne le laisses pas, qu'il ait pu penser à avoir la bombe, ou en tout cas qu'il le fasse, j'en sais rien, je m'en fous, c'est parce qu'encore une fois, j'essaye d'insister sur le fait que la dictature des puissants n'empêche pas, à certains moments, que la chose se fasse. Bon, quand on est dans la situation de Saddam Hussein, lui, il était avec la guerre contre l'Iran, il nous avait expliqué tout ce qu'il fallait, il faisait de bien, etc. Il avait tout développé, tout. Les armes de prolifération, le nucléaire, le bactériologique, le chimique, etc., etc. Bon. Des entreprises françaises avaient participé, il avait beaucoup d'argent, Saddam.
Quand tout à coup, après la guerre du Golfe, on se rend compte qu'effectivement, ce type était une véritable menace, et lui, il ne se posait pas la question du TNP, hein, il n'y avait pas ni même du traité des armes chimiques, etc. On va installer un programme de démantèlement des armes non conventionnelles irakiennes, effectivement, avec des types qui vont aller sur le terrain, qui vont visiter les installations nucléaires, etc., etc. Le nucléaire, c'est relativement facile à identifier parce que ce sont des grosses installations. Donc on peut vérifier par photographie aérienne si effectivement on a une centrale qui ressemble à une centrale nucléaire, etc., etc. Le chimique aussi, pareil, c'est des installations. Le bactériologique, c'est beaucoup plus difficile parce que ça se fait dans les hôpitaux, tu vois, donc un peu comme c'est difficile à contrôler. Mais enfin, dans l'ensemble, le programme avait abouti à des conclusions qui étaient très, très, très précises, au moins sur les grands programmes. Bon. Et ben, en dépit de tout ça, George Bush décide la guerre contre l'Irak. C'est-à-dire qu'effectivement, peu importe, il va raconter, rappelez-vous cette scène cocasse de Colin Powell avec sa petite fiole, s'il avait laissé tomber dans l'Assemblée Générale de l'ONU, si elle était pleine, effectivement, ça aurait été intéressant, et ben donc elle était probablement vide. Mais ce qui me fascine le plus, c'est que Colin Powell était le grand concurrent de George Bush. Lui, il avait fait la guerre. Bon. Et donc, il était le candidat républicain qui pouvait être élu. Donc, il s'est fait manipuler par un mec qui est très proche de lui et qui lui a dit, chef, vous allez voir ici, il faut le montrer à l'Assemblée Générale de l'ONU, voilà la preuve. Il pouvait être convaincu que par un proche. Donc, c'était quand même très bien joué. Mais en dépit de ça, alors que si tu veux, on sait que l'histoire était complètement montée, la guerre va quand même se déclencher. Donc, elle était une volonté, encore une fois, de modeler la planète parce qu'il y a des sphères de décision qui considèrent que le bien-être de la planète, c'est ce qui va se décider dans des instances occidentales avec des gens qui sont bien formés, diplômés, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est difficile d'arrêter la machine dans ce cas-là. Hein. Bien. Il y avait une autre question, c'était sur quoi? C'était sur le... Sur la politique, la repolitisation. Ah oui, alors ça je dois dire, j'ai pas de réponse. Hein. Parce que quand on voit, effectivement, je reviens toujours sur les LGBT parce que je me dis, combien il y a de transgenres en France? Tu vois ma question? Je me dis, attends, pour qu'un problème devienne un problème social, il vaut mieux être pas seul dans sa catégorie, tu vois. Bon, la médiatisation et la capacité à valoriser une cause comme celle-là, tu te dis, bon oui, ben alors ça va occuper tout le champ politique. Mais le champ politique, il a autre chose à foutre quand même. Hein. Mais en même temps, un élu local, il va être obligé de penser que peut-être si on néglige ça, etc. On a le même phénomène, si tu veux, avec la propagation des thématiques de l'islamophobie institutionnelle et de l'antisémitisme institutionnel. Ces deux thématiques qui ont été lancées à la fois pour le collectif contre l'islamophobie en France, qui racontait que la France était islamophobe institutionnelle. Alors je leur avais dit, mais sur quel texte vous appuyez? Dites-moi quel est le texte qui est pris. Ah non, c'est pas le sujet, c'est une ambiance. Ah d'accord. Et pour l'antisémitisme, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu critiques Israël, tu es considéré comme un antisémite institutionnel. Alors, tu t'as dit, si on laisse le champ politique se dériver comme ça, demain, on va avoir effectivement les transgenres, les cisgenres, etc., qui vont prendre les armes, quoi. Il y a une véritable démobilisation du politique dans ses responsabilités. Ça, c'est terrible. Alors, sur les questions internationales... Est-ce qu'il y a encore d'autres interventions? Pardon, sur l'islamophobie institutionnelle, quand même, Ouais. quand on regarde l'exposé des motifs de la loi dite séparatisme, c'est absolument effarant comme ton. Alors, je ne sais pas si c'est une ambiance ou... Non, c'est pas possible, ça. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que c'est une stigmatisation absolue des musulmans, avec cette espèce de confusion, avec la radicalisation, qui est complètement exploitée pour démontrer qu'effectivement, il faut absolument justifier les mesures qui vont être prises, qui ne servent à rien. C'est comme on veut détruire l'idée du Hamas, quoi. Si tu veux, moi j'ai un problème, c'est que la France est le pays européen qui accueille la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne, la plus grosse communauté africaine. Et musulmane. Or, nous n'avons de séparatisme que musulmans. Ben voilà. Donc, je veux dire, si tu fais une loi sur le séparatisme et que tu évites la question des musulmans, tu peux bien dire que les Arméniens sont sécessionnistes, mais enfin, tu vas avoir du mal à l'alimenter. Non, il faut poser le problème comme ça. Après, tu peux discuter sur les modalités, mais enfin, il n'y a de séparatisme que musulmans. Donc, il ne faut pas renverser la charge de la preuve. C'est pas le système qui n'accueille pas. Sinon, tous les autres auraient droit aussi à râler. Or, c'est pas le cas. C'est uniquement expliquer que les musulmans sont les seuls à demander des lois dérogatoires, des statuts dérogatoires, des droits particuliers pour les femmes, etc. Donc, après, la loi sur le séparatisme, je ne l'ai pas lu dans le détail, mais enfin, sur le principe, moi, j'y adhère complètement, oui.
Et encore une fois, le paradoxe, si tu veux, des musulmans, le paradoxe des musulmans français. 1905 et la manière dont elle est appliquée de façon quand même extrêmement discriminatoire. Mais il y a 1200 lieux de culte musulmans en France, 1200 lieux de culte musulmans en France. Tu trouves que c'est une politique discriminatoire? Oui, mais ça correspond. Il n'y a pas eu pendant longtemps de lieux de culte, puisque précisément il y a eu toutes ces histoires de prières de rue, etc. Les lieux de culte ne sont pas si nombreux que ça. Qu'il y en ait d'autres. Non, mais je suis d'accord. Il faut qu'il faille de toute façon effectivement aménager. Première remarque, je pense que tu es comme moi, c'est-à-dire que ce que tu constates, c'est l'intégration silencieuse des musulmans. C'est-à-dire que tu as comme moi des copains qui sont médecins, avocats, cadres supérieurs, tout ce que tu veux. Bon. Ceux-là, on les interpelle quand il y a un attentat. Alors, donc vous êtes musulmans, qu'est-ce que vous en pensez? Vous preniez position. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on les renvoie à leurs conditions, alors qu'effectivement, il n'y a pas de raison. Donc on a ce phénomène-là qui est un phénomène de marquage qui est très maladroit. Et encore une fois, moi je reste convaincu que, si tu veux, il n'y a de séparatisme que musulmans. Et deuxième remarque que je tiens à faire, c'est que le salafisme aujourd'hui, qui est la forme violente, si tu veux, du radicalisme musulman, tue plus de musulmans que de non-musulmans. Quand tu fais le bilan des attentats terroristes dans le monde, tu t'aperçois que c'est 80% de victimes musulmanes. Et donc, tu te dis, il y a quelque chose à faire, mais encore une fois, sur le radicalisme musulman, pas sur la République. Reprends l'histoire, le processus historique. 18e siècle, en plein milieu du désert de Nedjad, qui était une zone qui n'avait jamais été colonisée, puisque la colonisation sur la péninsule, c'était les Anglais sur la côte est et les Ottomans sur la côte ouest. En plein milieu du Nedjad, il y a un mec qui s'appelle Abd al-Wahhab et qui dit « Nous sommes les seuls véritables musulmans parce que nous, on a épargné toutes les influences étrangères. » Et rappelle-toi que le calife était ottoman, il était à Istanbul à l'époque. Et donc ce type va formaliser un islam disant « Nous sommes les salafistes parce que nous sommes les seuls à pratiquer l'islam des compagnons du prophète. » Bon, on l'a appelé wahhabisme histoire de faire la différence, mais fondamentalement, c'est exactement ça. Et en fait, à l'époque, quand on va avoir effectivement l'Arabie Saoudite qui va se constituer, rappelle-toi que Ibn Saoud prend les lieux saints aux véritables descendants du prophète, aux gens de la tribu du prophète, mais il n'a pas de légitimité religieuse. Donc il est obligé de s'appuyer sur une hiérarchie religieuse qui est celle-là. On peut les appeler wahhabites ou on peut les appeler salafistes, mais enfin, fondamentalement, c'est cette pratique de l'islam. Et évidemment, il va attirer, son pouvoir ne repose que cette dualité, c'est-à-dire si jamais il se fâche avec les musulmans, il n'aura plus de légitimité. Et quand, à l'époque, on est dans les années 50-60, le grand ennemi, le monde arabe est en pleine révolution, c'est le moment du socialisme arabe. Le grand leader, c'était Nasser. Nasser disait d'ailleurs aux Arabes, vous feriez mieux de vous occuper de l'Arabie Saoudite au lieu de vous occuper d'Israël. Tu vois le plaisir qu'il leur faisait. Et donc, il disait, mais la modernité du monde arabe, c'est nous qui la représentons, etc. Avec la phase dictatoriale, mais enfin, on avait Boumedienne, on avait Kadhafi, on avait Nasser, etc. Les Saoudiens conçoivent une politique qui était essentiellement anti-nassérienne. Et comme on était très cons à l'époque, on considère que ça, c'était la véritable barrage au communisme. C'est-à-dire que Nasser, on le prenait comme un communiste, enfin proche de Moscou. C'est-à-dire qu'on a soutenu la version religieuse la plus obscurantiste parce qu'il fallait lutter contre la gauche. Tu vois, bon. Et donc, tu vas avoir par exemple des phénomènes très intéressants. Donc tu sais qu'à l'époque, la grande université islamique, c'était Al-Azhar. Et puis, beaucoup des gens informés venaient effectivement prendre le droit coranique à Al-Azhar. Les Saoudiens créent l'université islamique de Médine. Mais l'intérêt, c'est que tu as une bourse et que tu es logé. Si tu veux. Par rapport à la situation au Caire, c'était quand même plus attractif. Deuxième chose, les types qui peuvent venir faire de la formation, à une condition, c'est de ne pas demander la nationalité saoudienne et de repartir faire de la prédication chez eux. Et l'essentiel de la diffusion géopolitique de ce salafisme-là, c'est la bande sahélienne. C'est-à-dire, on voulait empêcher le socialisme arabe de se propager vers le sud. Tu vois le succès, c'est ceux qu'on combat aujourd'hui au Mali, ce sont des enfants de machin. Et comme tu as le 11 septembre, 15 Saoudiens sur 19 terroristes, et quand tu as le Khashoggi qui est découpé en morceaux dans un consulat saoudien, il n'y a jamais d'accusation contre l'Arabie Saoudite. C'est quand même fantastique. Alors j'ai travaillé sur le sujet parce que je me suis dit, la politique de communication saoudienne est fascinante. Quand tu as quand même 15 Saoudiens sur 19, tu peux t'attendre que ce soit autre chose que l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, comme le fait Bush. Alors, j'ai découvert que les Saoudiens, pendant longtemps, si tu veux, se négligeaient complètement, s'en foutaient de ce qui était la communication internationale, la possession des lieux saints, ça suffisait, etc. Bon. Ça commence à s'ébranler, effectivement, après le 11 septembre, puis ça va s'ébranler encore plus après Khashoggi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contracter avec les 5 grandes boîtes de communication mondiales, les 3 américaines et les 2 françaises. Publicis étant aujourd'hui l'acteur le plus actif sur la défense de l'Arabie Saoudite. Actif, influence, hein.
Madame Badinter critique jamais la situation de la femme en Arabie Saoudite. Il ne faut pas mélanger les affaires et les prises de position. Et aujourd'hui, Publicis est le plus gros acteur de la communication saoudienne. Petit épisode très intéressant, dès le 12 septembre, il y a une firme américaine qui s'appelle Corvis qui va voir l'ambassadeur saoudien à Washington en lui disant « Vous savez, vos affaires, ça va mal, hein, vous devriez vous en préoccuper parce que quand même, avec un chiffre pareil, il arrive à obtenir un contrat et il va réussir une action absolument extraordinaire. Le Congrès fait un rapport sur le 11 septembre, c'est-à-dire essayer de comprendre comment ça s'est passé. Corvis va réussir à faire classer secret défense les 28 pages qui concernent l'Arabie Saoudite. Extraordinaire, non ? Corvis a été racheté par Publicis. Et donc tu te retrouves dans cette situation extraordinaire où on va à chaque fois éviter le traitement. Pareil pour Khashoggi, le mec découpé en morceaux, journaliste américain, etc. Il vient demander un certificat de mariage, découpé en morceaux dans un consulat. Normalement, le lien est fait. Non. Mohamed Ben Salman est le modernisateur, on ne va pas le déstabiliser. Tu vois ce que je veux dire? Alors l'originalité de la politique de communication de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on ne parle pas de l'Arabie Saoudite. C'est quand même la politique de communication la plus efficace, puisque tu vois que finalement, aujourd'hui, même pour le faire Khashoggi, c'est fantastique de payer autant d'argent pour finalement empêcher qu'on parle de toi. Mais le but est atteint. Bien. Merci d'être venu. Bon, non, merci à vous d'être venu. Merci pour votre rapport. Et...